le premier panel va examiner les besoins fédéraux et provinciaux en matière de sérosurveillance. Il y a de la représentation de différentes euh, compétences territoriales au niveau virtuel et dans la salle. Ça va vous donner donc un bon survol du contexte canadien. Notre modératrice est pour cette session est Sarah Debec, responsable scientifique de l'Agence de la santé publique du Canada et était modératrice hier matin. Alors, je ne vais pas faire plus de présentations que ça. Je l'accueille donc au siège de la modératrice. Un instant. We're off to a great start. Alors, ça commence bien. Donc, je suis votre modératrice ce matin. Merci de m'avoir réinvitée. Comme disait Tim, je suis très heureuse d'être là en tant que responsable scientifique de l'ASPC et d'être votre modératrice. Nous avons un panel hybride aujourd'hui. Pour ceux et celles dans la salle, je vous invite à prendre place à la table et pour les gens qui se joignent à nous en ligne, je vais vous parler du panel. Alors, ce matin, nous allons parler donc des besoins fédéraux et provinciaux en matière de sérosurveillance. Et il y a donc des gens vraiment talentueux qui sont parmi nous. La docteure Nadine Zaktikar est spécialiste médicale en santé publique et en santé préventive à l'Agence de la santé publique. Je travaille avec elle. Elle est conseillère médicale principale au sein du bureau du dirigeant principal des sciences et de la direction générale des maladies infectieuses et des programmes de vaccination. Avant de joindre l'agence en 2021 plutôt, elle a occupé depuis 2026 divers postes au niveau local, régional et provincial aux organismes de la santé du Québec et santé publique du Canada. Shelley Bolton est parmi nous. Elle est directrice au Centre pour vaccination Centre pour Vaccine Preventable Diseases et professeur associé de l'École de la santé publique d'Alana et au département de médecine laboratoire et pathologie de l'Université de Toronto. Et vous avez entendu donc de Shelley par rapport à l'optique de la santé, à Santé publique Ontario, le docteur Vida dirige le programme de séroépidémiologie. Carmen Charlton est parmi nous en ligne. Elle est microbiologiste clinique à la santé canadienne du sang et professeure adjointe au département de médecine, de laboratoire et de pathologie à l'Université d'Alberta. Elle dirige le programme de virologie pour le dépistage prénatal et immunitaire et de la sérologie, donc au laboratoire de la santé publique de l'Alberta. Laurie Beach est biologiste, clinicienne et chef du service de chimie. Et elle a 1 heure d'avance à Halifax et elle fournit des services cliniques de médecine de laboratoire spécialisés dans les soins pédiatriques et maternels, y compris dépistage biochimique prénatal. Elle est également professeure adjoint au département de pathologie de l'Université de Dalhousie. Le docteur Derek Syne est avec nous. Il est scientifique, il travaille au laboratoire provincial Chatham au Manitoba. Il est également professeur adjoint en microbiologie médicale et maladies infectieuses à l'Université du Manitoba. Ses recherches sont axées sur la compréhension et la dynamique de la transmission virale, de la pathogénèse des agents pathogènes limités à la CL4. Ses recherches portent également sur la caractérisation des modèles de maladies existants ou nouveaux. Ina, est-ce que vous êtes éveillée? Depuis la Colombie-Britannique, elle est microbiologiste médicale au laboratoire de la santé publique du Centre de contrôle des maladies du CB et responsable du programme du laboratoire tuberculose et microbactériologie. Elle est également professeure adjoint au département de pathologie et de médecine de laboratoire de l'Université du CB. Elle s'intéresse aux aspects de la microbiologie médicale liés à la santé publique, aux applications cliniques et de la
génomique microbienne et aux méthodes de diagnostic de tuberculose. Je voudrais aussi reconnaître que nous avons récemment nous avons célébré la Journée internationale euh, qui célèbre les filles et femmes en séance. Et on a parmi nous une doyenne dans le domaine de la science. Deborah Money est là aussi et elle a été donc décorée et fait partie de l'Ordre du Canada maintenant. Alors, vous avez 5 minutes pour faire des remarques d'ouverture. D'abord, on va commencer avec Shelley et ensuite Carmen. Je vais vous miniter et ensuite, on va tenir une discussion modérée avec les gens dans la salle. Véroune, est-ce que vous êtes là pour gérer les questions en ligne? D'accord. Alors, Véroune, vous y rendez? C'est bien. Shelley, maintenant, je vous passe la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Merci beaucoup de m'inclure avec dans votre discussion. Je vais parler de la perspective d'Ontario. Public Health Ontario a fait la sérosurveillance depuis environ 10 ans pour une variété de pathogènes. Par exemple, la rougeole, la variole, la COVID-19 et d'autres. Notre expertise au niveau provincial est importante parce que les provinces sont bien positionnées pour connaître leurs populations respectives. Et on a des liens très proches avec la santé au niveau local. Alors, on comprend d'où vient la maladie et qui, en fait, porte la maladie. Et ça nous aide quant au financement des programmes. Au niveau provincial, les données sérologiques peuvent être liées à d'autres bases de données et cela nous permet d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe. Alors, c'est très important de comprendre les échantillons et d'où ça vient. Il y a eu des défis dans nos enquêtes sérologiques au niveau provincial, comme d'autres provinces. Nous avons une population hétérogène. Donc, il est très difficile de contenir d'avoir un échantillon qui représente tout le monde. Il est très difficile d'obtenir des échantillons de certains groupes. Par exemple, les enfants sont très difficiles à échantiller de façon représentative. Aussi, il y a des spécimens de régions éloignées et des populations qui n'ont pas le même accès aux soins de santé que c'est le cas pour la population en général. Nous sommes là aussi pour obtenir des ressources pour faire les études sérologiques de façon régulière. Au niveau national, en créant si on crée un plan national pour la sérosurveillance, ce serait très important pour nous. C'est important pour une variété de pathogènes, par exemple le rougeole, le tétanos et d'autres maladies. Alors, ce serait une bonne chose pour faire rapport à la communauté internationale. Mais cette surveillance nous prépare aux pandémies aussi. Pour faire rapidement la surveillance lors d'une pandémie, il faut toujours avoir les outils et l'expertise, les ressources techniques en place, ainsi que les experts pour le faire. Nous avons besoin aussi des méthodes de laboratoire qui sont uniformisées à travers le Canada. Si nous voulons faire des enquêtes sérologiques partout au pays, c'est très difficile de le faire. Alors, avoir cette capacité de laboratoire est vraiment utile pour donc avoir des méthodes qui soient normalisées et aussi pour identifier les pathogènes rapidement. Alors, la santé publique Ontario a pu collaborer avec notre laboratoire national pour avoir des résultats et des tests robustes. Alors, en conclusion, je pense que c'est le bon temps pour parler d'une stratégie nationale. On pourrait être des leaders vraiment mondiaux dans ce domaine. Merci, Shelley. Et maintenant, on se tourne vers Carmen. Je voulais faire écho au remerciement de Shelley. Il est vraiment bon d'avoir cette expérience pan-canadienne après ce qui s'est passé lors de la pandémie. Lors de la pandémie,
Je travaillais pour les services de santé en Alberta comme microbiologiste clinique et j'étais sur les premières lignes. Je faisais des tests et quelque chose qu'on perd lorsqu'on parle de surveillance, c'est que les gens qui disposent de l'expertise et qui travaillent, euh, par exemple, comme microbiologiste à tous les jours dans n'importe quelle province, ce sont les mêmes personnes qui maintenant sont appelées à faire partie de cette situation où on est stressé, où on ne dort pas et on teste pour de nouveaux pathogènes. Alors, il faut vraiment avoir en place pour la surveillance la capacité. Il faut avoir des gens comme moi. Et il faut prévoir que, par exemple, je comprends, par exemple, un congé de maternité. Il faut faire en sorte que les gens ne soient pas trop stressés, qui la capacité euh, pour de prévoir ce genre de choses n'a pas été anticipée lors de la pandémie. Cela a fait en sorte que, qu'en Alberta, par exemple, on avait euh, une moindre capacité pour faire les projets de surveillance. Il y a des gens dans la salle, probablement, qui connaissent les problèmes euh, par rapport à nos données en Alberta et on a besoin donc de planifier à l'avance une situation où il y aura un pathogène futur qu'on va chercher, qu'il y aura donc une gamme de prévalence qui se présentera et peut-être qu'on devrait penser à faire des analyses de pouvoir, si vous voulez, en force pour, par exemple, faire la collecte de spécimens de plusieurs provinces. Ce qui arrête nos études, c'est vraiment le fait qu'on ne puisse pas partager les données. Alors, on peut analyser les pathogènes auprès d'une population d'abord, et s'il y en a des accords en place qui permettent de traverser nos différences régionales, et puis ce qu'on voit, c'est que les laboratoires sont inondés par des échantillons et ils sont tirés d'un côté et de l'autre. Il y a des gens, des charlatans qui ont pratiqué lors de la pandémie. On a testé beaucoup d'échantillons pendant la pandémie et ce vraiment sans bonne raison et cela nous a enlevé des ressources pour, aux endroits où on aurait pu faire quelque chose de magnifique. Alors, avoir des accords en place sera important lorsque la prochaine pandémie va nous frapper. Et je pense que tout le monde dans la salle est d'accord là-dessus. Je pense que prévoir cela avant coup est vraiment, c'est partie intégrante de nos fonctions à l'avenir pour avoir du succès. Merci, Carmen. Et maintenant, je vais me tourner vers d'autres membres du panel. Je vais commencer avec Diane. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis d'accord avec ce que les autres panélistes ont déjà exprimé. J'ai l'impression que nos besoins au laboratoire sont là en surveillance, mais les résultats, en fait, on a besoin que les gens aient besoin de nous. Il faut identifier les parties prenantes et leur raison d'être. Ainsi, on aura donc euh, l'investissement dans nos services et un chemin à suivre. En Colombie-Britannique, on n'avait pas de surveillance en place avant la COVID-19. Alors, nous avons pu bâtir de la capacité au sein de notre groupe pour faire des études sérologiques qui se sont prolongées vers d'autres pathogènes maintenant. J'aimerais maintenir cette capacité et garder notre personnel qui est maintenant formé pour produire des résultats. Et comme ça, on peut bénéficier aux autres. Les parties prenantes seraient des officiers de santé, les épidémiologistes, et eux ont déjà un intérêt, bien sûr,
Ils voudraient faire de la sérosurveillance euh, qui est fondée sur les déchets sanguins, une réalité. Et on devrait aussi se positionner par rapport aux soins individualisés des patients. On sait que les systèmes de santé sont donc concentrés sur les patients au niveau individuel. Mais pendant la pandémie, on entend dire des gens que ce n'est pas très attrayant de préparer. C'est pas vraiment intéressant de faire de la préparation pour une pandémie, mais on a besoin de s'y mettre et on devrait pouvoir faire le lien avec nos collègues en milieu hospitalier pour avoir, par exemple, pour travailler avec le ministère de la Santé dans les programmes high-tech pour obtenir et optimaliser les soins pour les patients au niveau individualisé. Il faut s'engager là-dedans pour avoir un investissement dans nos capacités que nous avons bâties. Je crois que c'est la même situation dans d'autres provinces aussi. Si on peut faire la démonstration des bénéfices potentiels, peut-être qu'on peut donc faire accepter l'idée que les résultats que nous pouvons produire valent la peine. Donc cet engagement et ces efforts pour éduquer les différentes parties prenantes pourraient nous bénéficier. Je pense que c'est très nécessaire. Merci, Ina. Laurie. Bon, alors je ne toucherai pas à ça. Je ne veux pas vous interrompre, Laurie. Est-ce que je peux confirmer, Shelley et les gens en ligne, que vous pouvez nous entendre dans la salle? J'ai vu qu'elle hochait la tête. Alors, on passe de la côte ouest du Canada et jusqu'à la côte est. La Nouvelle-Écosse, notre expérience était avec les études prénatales. Notre expérience a démontré le besoin pour une collaboration. On devrait avoir un système normalisé qui est prêt à utiliser. On a parlé de l'accès de nos échantillons, comment avoir accès aux données, comment faire fonctionner le système. Je ferai écho aux commentaires des autres panélistes, à savoir, dans certaines régions du Canada, il y a des CDC qui sont déjà en place et ce n'est pas le cas toujours dans toutes les provinces et les territoires. Dans le contexte de la population, dans le contexte de la Nouvelle-Écosse, on vient d'atteindre 1 million de personnes. Si on met ça dans le contexte de Toronto ou même une banlieue de Toronto, on parle d'une province qui essaie d'aller de l'avant, mais avec une base de population beaucoup plus petite. Avoir des données au niveau local est toujours très important, par contre. La Nouvelle-Écosse est probablement une des provinces qui est en fait un port d'entrée pour les navires. Nous avons donc un havre qui ne se congèle pas. Donc là, notre port à Halifax, pour vous mettre en contexte, peut accepter de grands navires. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a appris lors de la pandémie, c'est à quel point les décideurs politiques ont décidé de traiter la pandémie. Pendant la pandémie, on a fermé la Nouvelle-Écosse pour toute fin utile. Si vous aviez un cas d'urgence, vous pouviez plaider votre cas, par exemple, un enfant qui était malade. Et à part de ça, on a vraiment fermer la province, si vous voulez. Donc, notre sérosurveillance était très similaire aux autres provinces jusqu'à la vague Omicron. Ce que je voulais dire,
c'est que je crois qu'il est très important, même pour des régions plus petites, parfois c'est la géographie qui entre en jeu, parfois c'est d'autres facteurs qui fait que les données locales soient primordiales. Le défi pour les régions plus petites, c'est que on voudrait collaborer avec d'autres régions qui ont leur système déjà en place et prêt à fonctionner. Merci, Laurie. Et maintenant, la parole est à Derek. Je voulais prendre donc une approche un petit peu égoïste et parler seulement du Manitoba. On a parlé de comment on peut travailler ensemble à travers le Canada. Il y avait donc de grands thèmes qui sont sortis, par exemple l'approbation éthique et des accords qui peuvent être applicables à travers le Canada. Notre laboratoire CADM est le seul pour la santé publique au Manitoba. Nous avons 100 personnes dans le département, 20 personnes au laboratoire et il y a environ 1,5 million de tests de sérologie et qu'on traite par année. On surveille aussi le VIH, les maladies transmises sexuellement, la rubéole, et tout cela dans le contexte de la pandémie de la COVID fonctionnait encore. Et avant que le CTIF, en fait, avant que le GTIC nous demande, on fonctionnait avec tout cela. Nous sommes donc les seuls laboratoires donc pour les maladies infectieuses ou bien pour des panels prénatales. Tout cela nous parvient aussi. On n'avait peut-être pas les mêmes défis que les autres provinces en ce qui a donc des régions éloignées. Tout nous parvenait. Donc, on a pu, à ce moment-là, regarder différentes poches régionales de population pour les surveiller. Les défis que nous avions étaient d'atteindre les enfants d'âge scolaire et de faire l'évaluation sur ce qui se passait au niveau de ce groupe-là lors de la COVID. La plupart des enfants n'étaient même pas à l'école. Alors, le CADOM avait des petits échantillons qui provenaient donc des enfants qui étaient pris en charge, qui n'allaient pas bien, qui étaient à l'hôpital, qui étaient traités pour le syphilis et d'autres donc état de santé congénital. Du point de vue de l'éthique, nous avons soumis une approbation à notre comité de recherche et d'éthique et ils ont dit, eh bien, il s'agit d'un cas d'urgence pendant cette pandémie. Alors, on avait beaucoup de latitude lors de la pandémie pour obtenir les données pour le GTIC et pour le gouvernement. Très tôt, on a pu soumettre notre surveillance et des signalements de vaccination que pu surveiller la façon en fait, on a pu surveiller ce qui se passait sur le terrain au Manitoba et l'appareiller à ce que Massey avait recommandé à l'époque. Alors, je voulais dire que à CADM, on est très petit. C'était beaucoup pour nous, beaucoup de travail pour nous, de grandes charges pour faire de la surveillance. Comme je disais, on est une vingtaine de personnes qui travaillent dans les cliniques. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de temps pour faire le travail. Alors, du point de vue du Manitoba, je voudrais plus de ressources pour nous au niveau provincial
Et il faudrait regarder les initiatives donc pour le flux de travail, pour essayer d'avoir des algorithmes que nous pourrions mettre en place pour que la charge de travail soit moindre et qu'on soit plus automatisé. Et je pense que je dispose de 30 secondes. Je suis assez égoïste pour l'heure, alors je vais passer la parole à mes collègues. Merci, Derek. Et je crois que Nadine a quelques diapos. You've got them? Maintenant, je les vois. There we go. Thanks. Okay. Sorry. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. First, I'm gonna D'abord, bring us, je voudrais look back parler, started and what happened. en fait, faire un peu de rétrospective sur la COVID. Territorial Canadian Pandemic Influenza Preparedness Donc, document was really our plan, le document de la préparation du Canada en cas de grippe pandémique nous a donc amené à souligner le rôle des enquêtes sérologiques dans la préparation à la pandémie afin d'éclairer la prise de décision en cas de pandémie. On avait donc donné une idée du rôle des enquêtes sérologiques. On a pu donc respecter notre engagement au niveau pan-canadien en finançant le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Ce financement donc a remplacé l'établissement d'un programme de surveillance au sein de l'ASPC. Outre le financement de projets par le biais du GTIC, l'ASPC a également collaboré avec le GTIC et Statistique Canada à une enquête sérologique à grande échelle, l'enquête canadienne sur les anticorps et la santé liée à la COVID-19 afin d'obtenir une image représentative au niveau national. Ce que nous avons pu donc faire des examens, des enseignements et regarder comment on peut tirer des leçons de la réponse globale à la COVID-19, des conseils scientifiques et de la coordination et la recherche pour la COVID-19 au Canada, ainsi que du GTC qui est en cours. Nous sommes aussi à regarder notre planification de la pandémie FPT qui est en cours. Donc, nous allons donc regarder les autres systèmes de sérosurveillance. Vers la fin de l'année passée, à l'interne de l'agence, nous avons mis sur pied le groupe de travail d'experts techniques dans différents domaines de l'agence et de nos programmes en ce qui concerne les maladies transmissibles. Nous avons pensé aux preuves et à nos besoins en matière de séroépidémiologie. D'abord, on voudrait faire en sorte que on puisse éclairer la prise de décision en matière de la santé publique pour les agents pathogènes émergents ou lors d'une pandémie. Et on voudrait aussi obtenir des estimations anonymes de la séroprévalence par groupe d'âge, par sexe, qui pourraient contribuer à l'évaluation des risques, à la modélisation et l'estimation des indicateurs de gravité et la nécessité d'intervention de santé publique. On en a parlé un peu lundi. J'ai l'impression de répéter les bons points qu'on a soulignés. On voulait aussi obtenir une sérologie liée à d'autres indicateurs épidémiologiques qui puissent nous renseigner sur le profil d'immunité de groupes spécifiques. Par exemple, on a parlé de ça un peu plus tôt cette semaine à cette réunion. Par exemple, lorsque on ne faisait plus de tests PCR et la façon dont la séroépidémiologie a pu quand même nous informer sur ce qui se passait et à quel point nos interventions, y compris l'immunisation, combien c'était efficace. En ce qui
concerne donc les mandats à l'agence, il y a Nassi qui est là. C'est un exemple classique, mais il y en a d'autres. Et on pourrait donc tirer des bénéfices des preuves en ce qui a de la séroépidémiologie, mais il y a aussi, par exemple, lorsque Nancy elle a parlé donc d'une étude sur la grossesse. C'était une étude quand même nationale. Je voulais parler aussi de nos mécanismes FPT, donc au niveau fédéral, provincial et territorial. Lorsqu'ils apparaissent, les besoins en données probantes sont, eh bien, nous travaillons ensemble, les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral, des agences et différentes parties du gouvernement fédéral pour identifier les priorités de la santé publique. Par exemple, il y a la stratégie nationale d'immunisation qu'on va passer en revue dans les prochaines années. Il va y avoir donc une priorisation au niveau provincial qui aura lieu, qui va émerger peut-être de cet exercice. Et cela pourrait faire partie de notre travail d'astéro-épidémiologie. J'ai déjà dépassé mes 5 minutes. Je vais parler de ma dernière diapo. Ce qui fait partie de notre groupe du travail de notre groupe de travail, c'est ce qui suit. C'est un travail qui est évolutif et je vous donne donc des exemples d'utilisation. On voudrait donc être prêt pour les pandémies, avec une évaluation des programmes de vaccination en ce qui concerne donc les maladies transmises, par exemple par les moustiques, les tiques, et on voudrait suivre et rendre compte des progrès réalisés par le Canada en vue de l'élimination mondiale des ITTS. Il me semble que nous avons en place une concurrence, si vous voulez, entre la discussion qu'on a eue avec par rapport au cas d'utilisation plus tôt cette semaine. On peut parler des défis plus tard qui nous attendent plus tard lors de notre discussion. Merci aux membres de notre panel. Maintenant, nous avons du temps pour la discussion. Il y a donc un micro dans la salle. Et je vois que Varun est là pour nous tenir au courant des questions en ligne. On peut faire écho, donc. Une chose, en ce qui concerne les méthodes normalisées et les outils normalisés, en ce qui concerne donc les protocoles et les accords à travers les différentes compétences, il y a aussi la capacité dont on a parlé aussi du réseautage des capacités parce qu'on sait que la distribution de capacités n'est pas égale à travers nos différents contextes. Il y avait des points de départ qui ont été mentionnés pour pouvoir se dimensionner en cas d'urgence. Il y a aussi l'importance de reconnaître les différents pathogènes et travailler et prioriser les décisions de soins pour les patients. Il y avait aussi une perspective par rapport au programme. Sérosurveillance, ça pourrait être donc un programme qui se concentre sur la préparation, que ce soit pour les éclosions, pour, par exemple, les études sérologiques pour les réponses ou une plateforme pour la sérosurveillance. On a entendu aussi qu'il pourrait y avoir des avantages à lier les données provenant de la surveillance aux données locales. En ce qui a donc des lignes directrices, il y avait des idées intéressante de Shelley et l'importance d'apprendre à la collecte, aux collectes des données
ce qui cadre bien avec ce qu'on a entendu hier matin. Alors, c'était des fils de pensée. Je vois qu'il y a une question au micro. Thanks, Nadine, for mentioning. Merci, Nadine. On était un groupe qui a été impliqué avec le travail du Annexi, le document Annexi, de 2006 à 2018 environ, jusqu'à ce que je me joigne au Service canadien du sang. Ce document-là discutait de choses telles que combien de spécimens on devra tester, dans quelle phase de la pandémie, qui on devra engager. Et on a travaillé sur ce document, ce livre blanc, sur une douzaine d'années. Il y a eu plusieurs versions subséquentes, mais ça réunissait un groupe diversifié des gens de divers horizons. Et aussi, il y avait une contribution, on avait le point de vue d'épidémiologistes du national et de l'international, et ce groupe, on a fait des panels de validation pour d'autres pathogènes que la grippe. On a fait des définitions de cas nationaux pour MERS. Donc, est-ce que c'est l'occasion en ce moment de créer quelque chose comme ça, où au moins on peut avoir une espèce de livre blanc qui mettra en place des principes de base. Alors, peu importe le pathogène, on peut au moins avoir un fondement et on maintiendrait les interconnexions, les interrelations qui ont résulté en activités de santé publique nationale qui étaient importantes et valables. Sheila maintenant, et ensuite on pourra discuter de ça. Et mon collègue, plutôt Don Shepard, qui est VP des programmes pour la vaccination et des maladies infectieuses. Il est dans la salle. Alors, Doc, prépare-toi. Sheila? Durant la pandémie et dans la planification de la période post-pandémie qui me laisse perplexe, c'est de voir comment on pourrait avoir une sérosurveillance à l'échelle nationale, tout en répondant aux besoins spécifiques de chaque région. J'ai été aux prises avec ça. Pour moi, la sérosurveillance nationale, ça me semble une idée extraordinaire. Je verrais la valeur, par exemple, pour Nancy, à savoir comment on devrait orienter les choses, mais coordonner tout ça semble difficile. Les provinces, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est que chaque province ferait la même chose. Et on pourrait penser que ça fonctionnerait bien, mais les priorités peuvent varier. Et les provinces doivent allouer des ressources à des choses qui ne sont peut-être pas considérées comme une priorité. Ils doivent payer pour ces choses. Ils doivent utiliser des méthodes communes, des essais communs. Alors là, à ce moment-là, je me dis, on dirait que ça va être très difficile à faire, mais le Service canadien du sang pourrait faire ça et on pourrait surmonter les obstacles, si on veut, mais je ne sais pas si c'est ça que les gens veulent. J'aimerais entendre l'avis de ce groupe. Bon. La sérosurveillance, ça pourrait fonctionner comment sur le plan national par opposition à provincial ou territorial? Je vais inviter certains de nos collègues du provincial pour qu'ils commentent cette idée d'un labo national. Oui, je vais reprendre le fil conducteur qu'on a jusqu'à ce matin. Bon, vous dites que c'est pas sexy, là. Pour moi, c'est très blessant de vous dire que, bon, un programme d'enquête sérologique, de suivi sérologique, que ça soit pas sexy, c'est vraiment blessant, là. Ça m'attriste. Mais sérieusement, ça, c'est une occasion à saisir. C'est une porte qui s'ouvre. Et les discussions sont en cours aux tables FPT. On remet à jour ce qu'on appelle le CPIP, bon, le document pour l'orientation, de la planification pour l'influenza. Et quand ça va être le CPPP, bon,
le plan pour la préparation en cas de pandémie, triple P. Nous avons identifié ce qu'on pense, nous, être les priorités, et dans ces domaines prioritaires, bon, c'est pas gravé dans la pierre, là, mais il y a la surveillance et des stratégies de diagnostic. Donc, la méthodologie, les méthodologies, le rôle des tests standardisés, le rôle des diverses juridictions, qui fera ci, qui fera cela, le labo, tout ça. Et aussi, bon, le cheminement des données, l'accessibilité de données, ça fait partie du deuxième volet sur les données. Mais ça s'aligne bien avec ce qu'on perçoit, nous, comme étant nécessaire dans un plan pour contrer une éventuelle pandémie. Et oui, un livre blanc, ça pourrait très bien s'insérer dans l'annexe ou dans un plan de préparation en cas de pandémie. Mais à l'agence aussi, il y a une autre réflexion en cours, et il faut le savoir et le reconnaître. Le plus grand élément de cette réflexion-là, c'est l'éléphant dans la pièce, personne ne veut en parler. On est dans une phase post-pandémique, et il y a deux facteurs qui mettent la pression, qui alimentent ça, mais il faut qu'on résiste ça. Il y a d'abord la discussion sur les anticorps, parce que oui, c'est plus sexy, comme on dit, les gens sont écœurés d'en entendre parler. Donc, pour ce qui est des ressources en cas de pandémie, la préparation, ça coïncide avec un cadre fiscal dans ce pays qui est loin d'être idéal. Il n'y a plus de gros chèques là, signés par le fédéral. Il va falloir en faire plus avec moins. Et je pense que je peux en parler. C'est vrai des provinces et territoires comme du fédéral. On va être obligé d'en faire de plus en plus avec de moins en moins dans les quelques années à venir. Nous, dans la SPC, on se demande comment on va livrer au mieux ce qu'on doit livrer dans ce contexte-là. Et ce sont des questions épineuses. Quel sera le rôle du Canadien en matière de surveillance exactement? Pour les 30 systèmes de surveillance dans mon département, bon, quelle est la raison d'être de ce système? Quelles données sur le plan national qu'on génère qui ajoutent la valeur en plus de ce que les provinces et les territoires génèrent d'elles-mêmes? Ceux, par exemple, celles qui sont à NBC, est-ce que ça vous importe ce qui se passe en Nouvelle-Écosse, par exemple? Peut-être que ça vous intéresse, peut-être que non, mais il faut qu'on pose cette question. Et c'est la même chose pour la sérosurveillance à l'échelle nationale, par opposition à provinciale ou locale. Bon. Il y a des provinces qui ont des centres de contrôle des maladies. Il y a des provinces faiblement peuplées, avec moins de ressources. Mais bon, on a des rôles dictés par notre juridiction, nos compétences. Pas seulement, ça c'est votre travail, ça c'est notre travail. Non, mais c'est parce qu'on continue à ajouter des fonctions, mais qui ne génèrent pas tous la même valeur ajoutée. Donc nous, on se penche sur les 32 systèmes, et M. Campbell a fait une présentation il y a 2 jours, je pense, là-dessus. On veut connaître la valeur réelle de ces choses-là. Qu'est-ce que les gens font avec les données qu'on génère, et qu'est-ce qu'on peut rapporter à l'international, parce que c'est important pour notre mandat, et comment apprécier, sous-peser la valeur de tous ces éléments-là. Tous les systèmes, les technologies de surveillance que nous avons, nous, vont être scrutés pour la valeur ajoutée qu'ils apportent, le rendement sur l'argent investi et le rôle spécifique à ce système-là que seul ce système peut effectuer. Maintenant, tout le monde, bon, pense à la grippe aviaire, très pathogène. Savez-vous à quel point, à la fréquence à laquelle ça se transmet chez les personnes? Je sais combien de cas humains ont été rapportés à l'international, mais ça ne me dit pas combien de cas se font. Au Royaume-Uni, il y a à peu près 13% des travailleurs dans la volaille. 13% ont accepté et ils ont pu retenir un échantillon. Mais bon, il faudrait pouvoir déterminer là, bon, l'infection asymptomatique. Des fois, ce sont des choses qui ont été trouvées par hasard dans cette enquête chez les travailleurs de la volaille. Donc, évaluer la valeur réelle de tous ces outils, toutes ces activités de surveillance, ça va être vraiment très important. Il n'y a personne qui va dire, bon,
On a besoin des protocoles en réserve. Il faut avoir de la capacité supplémentaire au cas où. Mais bon, ça, c'est des livres blancs. Ce sont des textes. Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des ressources financières et techniques. Et ces documents-là seront désuets si on ne peut pas traduire ça en réalité. Comment justifier un investissement au niveau F, P ou T pour faire en sorte de garder tout ça en vie et bien en forme, si bien que lorsqu'on sort un protocole dormant, pour ainsi dire, en réserve, on ne s'aperçoit pas que eux ne sont pas là, il n'y a plus de personnel à cet endroit-là, et puis là, cette technologie-là est désuète. Ce sont des choses auxquelles il faut penser parce que il y a des opportunités dans la discussion en cours, mais il y a des réalités fiscales assez dures et on est dans cet environnement-là d'austérité. Et si on n'est pas réaliste et puis si on n'offre pas des solutions qui peuvent être faisables, ce sera une perte de temps, tout simplement. Return back to J'aimerais revenir aux commentaires de la part de Sheila et de Stephen. Il y avait un volet au sujet de la collaboration pour développer les protocoles, le leadership en matière de réflexion, l'orientation. J'aimerais entendre nos collègues du provincial en matière de planification pour contrer la pandémie. Zero surveys or zero. Et comment la sérosurveillance cadre dans tout ça. Ce qui nous ramène à la question de Sheila au sujet d'une vue d'ensemble nationale par opposition aux unités d'analyse plus localisées, provinciales, locales. Qui aimerait commenter là-dessus? Qui dans le panel? Et peut-être que je vais vous imposer une réponse. Je suis d'accord pour dire que pour certaines choses, c'est utile de savoir ce qui se passe dans d'autres provinces, ou pour d'autres scénarios, d'autres pathogènes. Pour ce qui est de les liens communs entre le fédéral et le provincial, ça va être difficile de concevoir un système au fédéral qui va répondre à tous les besoins provinciaux. C'est plus important d'avoir que les provinces dirigent ces efforts. But as that happens, I think we all need to keep in mind that Il faut garder en tête que le scénario idéal, c'est que ces données seront mises en commun au fédéral pour se donner une idée de ce qui se passe à l'échelle fédérale. Mais si vous voulez vous pencher sur des régions, des administrations de la santé provinciales, territoriales, il faut s'assurer d'avoir un ensemble de données suffisantes pour soumettre ça pour une analyse et une mise en commun au fédéral. Pour ce qui est du partage de données provinciales au niveau fédéral, les données pour le pays au complet, ça va être différent de ce qu'on peut faire à l'échelle provinciale. Ce qui pourrait être antiproductif, c'est quand il y a des dédoublements d'efforts, des chevauchements. Des fois, il y a des analyses locales et provinciales avec les mêmes parties prenantes, et des fois, il y a une analyse de résultats qui semble similaire, mais qui est différent, qui vient du fédéral. Il faut coordonner ces efforts-là d'emblée pour s'assurer que les analyses faites à plus grande échelle, que ces choses-là se trouvent où elles doivent être, et puis les analyses à plus grande échelle soient faites par les organismes qui devraient faire ces analyses-là. Je pense que dans le contexte des ressources limitées, oui, il va falloir qu'on coordonne nos efforts pour éviter les dédoublements. Shelley et Carmen, ensuite on viendra à la salle. Voulez-vous que je commence? Allez-y.
Bon, ce que j'entends, le fil conducteur commun, il y a un besoin de capacité dans les provinces. Bon, un livre blanc, c'est bien, mais s'il n'y a personne pour faire le travail lorsque le moment arrive, on se trouve dans une situation décrite par Carmen où les personnes sont obligées de faire trop de choses en même temps, de façon disparate. Il y a un objectif pour les provinces. Bon, dans l'interprétation des données et l'utilisation des données, mais on peut distinguer ça d'une utilisation ou une utilité à l'échelle nationale. Et une bonne part de ce travail-là devrait être fait. Derek, Lori, Nadine, Derek, Laurie, Nadine, et ensuite Carmen. Je suis d'accord avec les membres du panel. J'ai vraiment l'impression que les priorités des provinces et les besoins des provinces, ça devrait être le point de départ. Et il faudrait, travailler vers l'amont, vers le fédéral, si on veut développer ça, vers le haut. Les provinces, c'est le Canada. Les priorités provinciales, ce sont les priorités des Canadiens. Donc, tout doit partir des provinces et territoires. Moi, j'ai passé ma carrière complète au NML, donc j'ai une tendance à voir les choses d'un point de vue du fédéral, mais j'ai travaillé en première ligne aussi sur le terrain et j'ai l'impression que ces besoins-là devront être avancés. Il faut que ça devienne le fondement de ce qu'on devra faire sur le plan fédéral et les priorités nationales et internationales aussi qui doivent être qui doivent être respectées puisque le fédéral s'est engagé en ce sens. Mais il faut commencer avec les provinces, je pense. Carmen? Je suis d'accord avec Derek et Shelley. Il faut que ce soit alimenté par la province. Je pense que le groupe de travail de sérologie du GETIC nous a aidés durant la pandémie parce que ça réunissait toutes les provinces et pas seulement la santé publique, mais d'autres aussi. Par exemple, il y avait Steve qui était là de CBF, des services canadiens du sang, et on pouvait discuter de nos problèmes, ce qu'on voulait retirer de cette initiative-là. Et bon, les rencontres étaient très intéressantes. Et parfois, ça prenait un peu plus de temps pour arriver à des consensus, une orientation, parce que le groupe était assez nombreux, mais au moins, les gens en arrivaient aux mêmes conclusions. Ça a été très bénéfique de pouvoir entendre le point de vue de chacun. Et, par exemple, ça aidait à valider les COSC et on voulait voir comment on pouvait engendrer un système de sérosurveillance et ajouter ça. Mais bon, avoir un livre blanc, ça peut réunir les bonnes personnes pour lancer le réseautage, mettre sur pied le réseau, et puis réunir les diverses perspectives pour faciliter le genre de la construction d'un réseau qui va rester toujours à jour et pertinent, si bien que un jour, quand je prendrai ma retraite, j'espère que ce jour est encore dans l'avenir lointain, il y aura déjà quelqu'un qui viendra prendre la relève pour occuper ma position. Donc, ce ne sera pas quelque chose de statique et d'achevé. En Alberta, on a eu un plan de pandémie, on l'a sorti, et il y a beaucoup d'aspects de ce plan anti-pandémique qui ne cadraient pas vraiment avec ce qui était réellement nécessaire dans la pandémie. Thanks, Carmen. Lori or Nadine, any other comments? Lori? Ray, we're coming to you at the mic. Et Ray, l'expérience avec la surveillance périnatale, ça nous a montré toute la valeur d'un réseau. Si j'avais essayé de faire ça seul, je pense que ça n'aurait pas été fait. Je n'aurais pas réussi, mais parce qu'on avait cette équipe de gens qui pouvaient
parler d'une langue commune, s'il fallait utiliser les REB en anglais ou des ententes de transfert de données qui avaient fonctionné dans d'autres contextes. Et bon, il y avait des essais qu'on allait accepter. On n'a pas nécessairement nos préférés, mais qu'on a accepté parce qu'on savait comment on pouvait s'en servir. Donc, avoir ce groupe-là en place, ces ressources-là, c'était vraiment important. Alors, quand on entrevoit quelles ressources pourront fonctionner, est-ce qu'elles vont être provinciales et comment elles vont s'articuler avec le fédéral, je pense qu'il y aura toujours une valeur. Bon, il n'y aura peut-être pas une solution unique. Ça ne dépendra pas de qui habite dans telle ou telle région, donc combien d'échantillons seront nécessaires. Mais aussi, il faut que ce soit à l'échelle de ce qui est faisable dans ces régions, de façon responsable sur le plan financier. Engagement with Des fois, il faut déterminer les cas d'utilisation, les besoins dans les provinces et dans les territoires. Comment peut-on s'assurer, par exemple, que l'information est utilisée lorsqu'il y a un bon alignement entre les questions de santé publique pour optimiser, par exemple, les calendriers d'immunisation, coordonner ça avec la recherche, les enquêtes sérologiques qui sont effectuées, les données générées, si s'alignent avec les questions et répondent à ces questions-là, si ce sont les bonnes priorités qui sont énoncées, oui, on peut avoir des initiatives pan-canadiennes. J'aimerais offrir un autre point de vue. On parle de la rareté des ressources. Bon, c'est un problème pour tout le monde. J'ai entendu dire que la situation pour la SPC ressemblait à celle fâcheuse de la CBC. Est-ce qu'il y a une responsabilité pour nous sur le plan provincial ou fédéral? Est-ce qu'on doit articuler notre compréhension de ce qui devrait être fait pour ce qu'on devrait faire, pour représenter pour faire des représentations auprès du grand public et puis vendre l'idée aux politiques aussi, aux politiciens. C'est probablement une question pour d'autres personnes dans la salle qui voudront peut-être commenter sur les rôles que des gens qui ne sont pas du gouvernement pourraient jouer. Je ne vois personne d'autre au micro dans la salle. Steven, voulez-vous revenir au micro? Moi, j'ai une page et demie de questions ici. Quand on a préparé l'annexe C, on se disait peut-être qu'on n'aura pas assez de ressources pour faire des essais, des tests. Donc, il faut voir dans ces documents, est-ce qu'on peut réunir en commun la sérologie? Est-ce qu'on peut faire traverser les frontières provinciales, par exemple? Il ne faut pas seulement... il faudrait avoir des bassins de tests qui ne sont pas définis par la surveillance clinique. Il faut être adaptable et puis développer des justifications. Bon, on a eu le coronavirus 3 fois depuis 20 ans. Ça pourrait être une autre maladie qui n'a rien à voir avec le SRAS ou un pathogène bactérien. On pourrait dire, voici ce qui pourrait se produire, voici ce qu'on pourrait faire, voici comment on peut planifier, ça va prendre X ressources, et qu'est-ce qui arrive si on ne peut pas traverser les frontières? Les gens ont mentionné dans leur observation, ils ont mentionné du travail qui devrait être fait pour joindre les populations plus isolées, plus difficiles à joindre. Hier, on parlait des relations entre les endroits où les questions de recherche peuvent être traitées
de façon utile en développant une innovation méthodologique peut-être. Ça peut-être un autre domaine, en plus de ce qui peut être traité par le biais de la santé publique ou des activités d'enquête, il y a peut-être des questions de recherche aussi qui pourraient être utiles pour faire avancer le progrès de la sérosurveillance. Développer et retenir les capacités. Plusieurs des membres du panel ont parlé de capacité et les problèmes de capacité. Pourriez-vous nous parler des besoins de formation au sein de vos provinces, vos territoires et vos compétences? I can get started on that one as well. I suspect that the training needs. La formation, les besoins en formation vont varier, je pense, d'une province à l'autre, dépendant des capacités qui sont déjà en place. De notre point de vue, ce qui est important, c'est de pouvoir recueillir la collaboration des chercheurs, des scientifiques, des gens très compétents qui pourraient intégrer des systèmes de qualité qu'on utilise normalement pour des essais en diagnostic, intégrer ça en sérosurveillance pour s'assurer que les échantillons sont bien traités, bien transportés, et pour intégrer aussi les données scientifiques pour que les labos puissent travailler correctement pour soutenir les enquêtes de sérosurveillance. C'est important de maintenir cette capacité scientifique parce que, les labos de santé publique, il y a un aspect technique, il y a un aspect protocolaire, méthodologique, mais aussi scientifique. Ces scientifiques pourraient s'assurer que le développement méthodologique se fait conformément aux données scientifiques. Ce serait leur première fonction. Ils ne seraient pas tiraillés dans toutes sortes de directions. Là, ils n'auraient pas à répondre aux besoins cliniques, par exemple, ou d'autres besoins qui pourraient venir miner la mise en œuvre de programmes de surveillance. Carmen, d'abord. Une chose que j'ai remarqué, nous avons beaucoup d'étudiants en maîtrise, une maîtrise en santé publique, et il y a plusieurs universités qui ont une maîtrise en santé publique. Et moi, j'ai agi comme mentor, j'ai supervisé leur stage. Mais certains de ces étudiants n'ont pas le savoir clinique pour pouvoir identifier, même si, dans un cas de syphilis, par exemple, c'est pas facile de faire des essais cliniques. Donc, devoir former quelqu'un qui a les compétences techniques, à savoir qu'est-ce que c'est un essai clinique et comment s'y prendre, ça prend du temps à former ces gens-là et on peut le faire. Avec des stages comme ça pour les étudiants qui s'intéressent en maladies infectieuses, il semble y avoir une lacune dans ce savoir spécialisé parce que tout le monde qui vient pour les projets de labo, c'est pour se joindre aux projets de labo, aux projets de maladies infectieuses. Cet aspect de la formation est lacunaire et c'est peut-être quelque chose que les écoles de santé publique pourraient voir s'il y a peut-être lieu de donner des formations plus complètes pour les maladies infectieuses, si bien que ces gens-là ne seront pas si naïfs en sortant de l'école. Ils auront des compétences de base qui leur permettront au moins de commencer lorsqu'ils seront embauchés. Follow-up question, but I also see we've got Dr. Shepard back at the mic. Dr. Shepard au micro. Oui, j'aimerais élaborer sur ce point. C'est un excellent point. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans la pandémie, et quelqu'un a mentionné comment elle était reposante leur congé de maternité, après avoir dû faire face à la COVID, on a tous reconnu que ce n'était pas seulement un problème de ressources humaines, des docteurs, des médecins,
des techniciens de laboratoire et des gens dans le système de santé, mais il y avait un manque d'expertise publique, en santé publique. On peut regarder les choses strictement de l'augmentation de la qualité dans les cours de formation en santé publique ou dans les résidences, etc. Puis on pourrait peut-être produire plus de gens qui ont des spécialisations plus marquées en santé publique, mais je crois qu'on rate une occasion. C'est-à-dire d'intégrer cette expertise de base et ces compétences de base plus largement dans les programmes de formation associés. Je suis une spécialiste des maladies infectieuses et le niveau de formation que j'ai eu par rapport à ce dont j'aurais eu besoin, il y a quelques zéros qui manquent. Bien sûr, j'ai été formé à l'époque où les dinosaures marchaient sur la Terre, les choses ont évolué depuis, mais je crois qu'il y a beaucoup de place pour se tourner plus largement vers les programmes de soins infirmiers et des programmes à l'extérieur de la santé publique, des programmes de formation médicale pour pouvoir travailler avec des associations professionnelles telles que le Collège mondial et d'autres. Et nous avons besoin d'une capacité de répondre aux urgences, aux poussées. Bon, il faut avoir des gens qui peuvent comprendre les éléments fondamentaux dont vous avez parlé. On ne doit pas enseigner à tout le monde tous les détails du test rapide, etc., etc. Mais je crois qu'il faudrait au moins avoir une idée fondamentale des principaux principes de la santé publique, l'épidémiologie, les éclosions, etc. Je ne sais pas quelle est la situation des autres centres de santé. Nous avions des urologues et des chirurgiens sur le plancher de la COVID parce qu'ils ne pouvaient pas faire de neurochirurgie ou la sérologie. Les mêmes concepts peuvent s'appliquer à la santé publique. Il faut s'assurer que les médias sont mieux ancrés à cet égard. C'est ce que notre agence veut faire. Et notre rôle, c'est d'offrir l'occasion pour que les gens puissent venir et faire des internats ou suivre des cours pour avoir l'expertise dans l'agence. C'est mon engagement, l'engagement de ma direction générale. On veut ouvrir les portes plus larges pour faire venir plus de gens. Et ceci a également l'avantage de construire un réseau. Nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous faisons derrière nos portes fermées. Mais il faut être capable de comprendre, ah oui, il y a quelqu'un dont c'est le travail de faire cela, je sais comment les contacter. Lors des premiers jours de la COVID, la partie la plus difficile, c'est de savoir qui faisait quoi et comment les joindre. Alors, créer un écosystème, des réseaux personnels qui amènent les gens à bouger à l'intérieur du système, qu'il s'agisse de passer du PT au fédéral ou du fédéral au PT ou du local. Il faut en faire davantage. C'est le réseau humain qui nous sauve lorsque les choses deviennent très difficiles. Merci, Don. J'aimerais m'accrocher à votre lancée. Il s'agit vraiment d'une capacité, des capacités relationnelles. Cela fait partie, enfin, c'était remarquable dans notre réaction à la pandémie. L'établissement et le renforcement des relations scientifiques intra- et extramurales. Nos panélistes, par exemple, ont parlé du contexte provincial ou fédéral ou académique. Nous avons des capacités extramurales extrêmement fortes, les gens l'ont mentionné. J'aimerais bien que le panel réfléchisse un peu plus à la capacité intra-extramurale. Comment on peut les renforcer? Et comment pensez-vous qu'on peut assurer leur maintien pour l'avenir? Nous avons ici beaucoup d'experts extramuros qui veulent rester mobilisés pour façonner nos réactions, comme l'a tenté de Maureen et d'autres. Clara, vous avez d'excellents exemples de collaboration intra- et extramurale. Oui, tout ce qui a été dit m'interpelle. Ce qui rend la surveillance un peu unique, c'est un peu comme un sport d'équipe où une seule personne ne peut tout faire seule. Il faut des microbiologistes, microbiologie bien robustes. Il faut comprendre les caractéristiques de nos tests. Puis il faut aussi être capable d'interpréter, d'avoir une idée de la façon de faire une épi-analyse de données. Alors, une partie ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et donc, je crois qu'il faut du réseautage au niveau national parce que nous n'avons pas tous les compétences nécessaires. Et je crois qu'on est très bien positionné pour le faire maintenant et également, vu toute la bonne volonté qui existe, qui ressort de cette conversation. Alors, Shelley?
Ou Nadine, Derek. I would just say I think it's a really easy. I've got a Je- really easy solution. And, J'ai une solution très simple, très facile. it's not that selfish. Maybe it'll be. Non, c'est pas égoïste, pas une solution égoïste. Ben, ce sera égoïste peut-être pour tout le monde dans la salle ici. Related to relational capacity. Oui, on parle des capacités relationnelles ici. But I would say the easy solution is Et la solution facile maintaining these skill sets that we're pour maintenir ces compétences dont on parle, the network that we have. c'est de maintenir le réseau que nous avons ici aujourd'hui. That expertise has been built Et cette expertise a été développée. maintain that expertise. Et si on maintient cette expertise, There is, we're bah, tout le monde ici youngish, but est plus ou moins jeune, turnover, and mais il y aura du roulement. Et si le réseau est en place, nous serons des gens qui allons former la prochaine génération d'experts en sérosurveillance. Et nous allons les former à apprendre certaines compétences dont tout le monde a besoin. Ce qu'on a très bien fait, c'est qu'on avait cette micro-expertise. Nous avons le savoir-faire pour générer des données. Mais on a eu des difficultés sur ce qu'on devait faire avec ces données une fois qu'on les avait. Alors, ceci a été un thème extrêmement important pour toute la réunion. Quelle est la valeur ajoutée de ces données? Qu'est-ce qu'on fait avec une fois qu'on les a? Et on a vu des cas d'utilisation extrêmement étonnants. Et on a vu toute l'efficacité qu'on peut générer à partir de ce groupe. Et c'est le prêt presque aux Canadiens et Canadiennes. Things that had jumped to my mind is just Une chose qui m'est venue à l'esprit, whenever I et go to a meeting, it's like, okay, chaque fois que je vais à une réunion, je retiens toujours des choses. and I was reflecting at my table this morning. Je réfléchissais à ma table ce matin et je regardais quel cours je pourrais auditer ou est-ce que je pourrais préparer une maîtrise en santé communautaire et en épidémiologie à l'Université d'Alhousie. La santé publique est un domaine tout à fait unique parce qu'on a un rôle de communication extrêmement important. Il faut joindre les Canadiens et les Canadiennes moyennes et pour expliquer ce qu'on voit. Et puis, il faut aussi assurer la qualité scientifique et clinique de notre information. Alors donc, moi, ce que je retiens, c'est que dans ma sous-spécialité, on n'a pas nécessairement, on ne parle pas beaucoup à la santé publique. On ne réfléchit pas toujours à ce qu'on fait au niveau des laboratoires cliniques et son importance pour la santé publique. Ceci pourrait être corrigé s'il y a une façon de prendre les éléments essentiels de ce que les gens doivent savoir et comprendre pour traduire des choses en termes de santé publique. Et si on peut avoir des programmes de formation à cet égard, que ce soit pour vos sous-spécialités cliniques ou dans le laboratoire, ce serait extrêmement précieux. Alors, j'ai tenté d'organiser un symposium, justement, sur l'intégration entre le laboratoire clinique et santé publique. Eh bien, voilà, un changement a été lancé, il a été relevé. Carmen, des commentaires de votre part et j'arriverai aux gens dans la salle. No, nothing else on this one. Non, je n'ai rien ajouté. So you got shortchanged yesterday by me when Alors, on vous a un peu pénétré au niveau du temps hier, alors on va compenser. Je suis professeur à McGill. Mon commentaire porte sur l'aspect formation dans une perspective académique. Nous avons des étudiants qui sont très enthousiastes, qui veulent analyser des vraies données, qui veulent faire des choses dans le domaine de la recherche et dans la communication de la santé publique auprès de la population. Je crois que beaucoup de gens comme Carmen et d'autres, eh bien, nous, ces discussions maintenant, on a des plans pour travailler ensemble, pour analyser les données, mais le partage des données et les obstacles au partage des données, c'est ce qui empêche ces collaborations de fructifier. Peut-être pourriez-vous profiter des capacités que nous avons au niveau de l'analyse beaucoup mieux si on pourrait surmonter ces obstacles. Je veux m'assurer que cette perspective soit prise en compte. Ça devrait être une priorité dans les systèmes qui recueillent et qui possèdent ces données. Il devrait les rendre les choses plus faciles pour les étudiants et les professeurs
pour qu'on ne gaspille pas la valeur de ces données. Peut-être parce que ceux qui les détiennent n'ont pas les capacités pour les analyser. Nous avons les capacités, mais il y a ce mur devant nous qui nous empêche d'accéder à ces données. Merci, Dalton. And then Tim, are you also in queue? Okay. Okay, thanks. Please Hello, introduce here. yourself. Yeah. Hi, my name is Manasa, and as Mon nom est Malissa et je suis arrivé récemment en santé publique. J'aimerais t'offrir mes réflexions. En plus d'être assistante de recherche, je travaille également comme analyste de politique dans la surveillance des données. Je ne suis là que depuis 2 mois. Je ne veux pas dire qu'il pourrait compromettre mon emploi. Et je crois que ce que j'ai noté jusqu'à maintenant, en plus de toutes les conversations concernant le renforcement des capacités et le manque de ressources, c'est que la valeur ajoutée importante d'un réseau, c'est la question de l'opportunité. Bien que les agences de santé publique et d'autres initiatives font un excellent travail pour améliorer l'interopérabilité et le partage des données, je ne crois pas que ça va se produire dans les prochaines années ou 2 ou 5 ans, peut-être dans 5 ans, je ne sais pas. Pendant que le travail est fait, en tout cas, et que l'évaluation des systèmes de surveillance est faite également, parce qu'une partie du travail de mon équipe, d'ailleurs, je crois que la préoccupation immédiate, c'est d'avoir des données à temps opportun sur une base constante et permanente qui peuvent éclairer la prise de décision. C'est ce que ce réseau apporte à la table. Et j'aimerais entendre des réflexions sur la façon dont on peut réaliser tout cela. Lorsque on va développer sur la relation de collaboration entre les membres du réseau et le gouvernement fédéral. Merci. Vous voulez vous dire également à d'autres paliers gouvernementaux. Tim, à vous. Nous retournerons au panel. Shelley agite la main. Je ne sais pas si c'est pour moi ou non. Bonjour, Shelley. Non, elle veut intervenir. Shelley, vous voulez commenter maintenant? Je voudrais répondre ou répéter. On se plaint beaucoup des contraintes fiscales. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a eu des investissements très utiles pour que l'argent soit déplacé rapidement. Et le GTIC, ça en est un exemple. Et il y a le réseau de recherche en immunisation canadien qui joue un rôle dans la sérosurveillance pour certaines maladies. Il en est un autre exemple. Nous avons également des développements de capacités pour les épidémies émergentes. Nous sommes modestement financés, mais nous sommes reconnaissants pour chaque sou que nous recevons. Et bien que je suis tout à fait d'accord qu'il faut davantage de capacités, davantage de réseautage, etc., je voulais simplement faire ressortir le fait qu'on a déjà fait du travail dans ce domaine. Merci, Shelley. Et dans le F, dans FPT, il n'y a pas seulement l'Agence de la santé publique, il y a Santé Canada, qui transfère le financement aux provinces et territoires. Il y a le CHR, qui a le rôle d'accélérer le développement de certaines des méthodes que nous avons discutées au cours des dernières années. Puis il y a également nos collègues dans le développement économique, innovation et sciences, qui jouent un rôle de leadership dans la biofabrication et les stratégies des sciences de la vie. Donc, il y a tous ces éléments du système qui sont tout à fait pertinents dans notre discussion des derniers jours, mais aussi pour tracer la voie de l'avenir pour le pays. Tim, maintenant. Bon, ceci prépare mon premier commentaire. Là, je mets mon chapeau d'économiste. Il serait bon d'avoir une idée du tableau fiscal. Bon, je sais qu'on a une stratégie de surveillance, mais combien d'argent est dépensé pour la surveillance? Et pour combien de temps? Et combien d'argent a été consacré à la sérosurveillance? Et pour combien de temps? Je crois que ces chiffres élémentaires nous permettent d'établir les paramètres et de dire ce que tente peut-être de dire, c'est qu'il y a en fait beaucoup d'argent qui circule. Et ce n'est pas comme si nous n'avions pas d'argent.
Il s'agit de voir comment on peut l'utiliser le plus efficacement possible. Alors, il serait intéressant d'avoir une idée. Il y a une stratégie de surveillance qui existe et la sérosurveillance est une priorité dans ce contexte. Alors, il serait bon d'avoir une idée de la distribution des ressources dans le contexte plus large de la surveillance. Je crois que ce travail est en cours. En ce qui concerne les capacités, 3 idées, parce que je crois que c'est fondamental, et puis cela couvre différentes dimensions pour le réseau. Nous n'avons pas de représentation territoriale sur ce panel, en partie parce que de nos plus grands champions de la sérosurveillance des territoires, Kabi Kandola, nous a dit, en termes un peu dramatiques, pour moi de faire quoi que ce soit au-delà de ce que j'ai déjà sur la table et de ce que je fais déjà est presque impossible, parce que j'ai à peu près 30 urgences en même temps, et puis dans mon bureau, pas il y a moi et une autre personne. Et puis, il a fait quelque chose d'héroïque en sérosurveillance, déjà, malgré les obstacles. Alors, une dimension de la capacité, c'est l'absence de représentation. Et dans le cadre du contexte, il faut être très sensible à cette question. S'il y a des moyens où on pouvait, puis on a donné de bons exemples, où on a jeté une lumière sur ce qui se passe concernant la sérosurveillance dans les territoires du Nord-Ouest. Alors, si on pouvait trouver une façon collective d'intervenir pour aider. Le deuxième aspect des capacités, c'est que j'ai votre capacité latente. Et Laurie, en parlant, a montré qu'il y avait une capacité latente extrêmement importante. Elle a parlé d'un programme qui fonctionne par décret pour s'assurer que chaque personne enceinte reçoit les soins néonataux appropriés. Et là, ça veut dire qu'il faut un échantillon de sang pour pendant une période d'au moins 1 an. Si on regarde quel point on profite de cette capacité, eh bien, c'est inquiétant. Et puis, c'est lié à toute une série de problèmes. Je ne crois pas que les femmes, que les mères et leurs enfants pourraient considérer comme étant acceptables. Alors, je crois qu'il faut attirer l'attention sur cette situation. C'est une capacité latente qui pourrait offrir toutes sortes d'aperçus sur une population, la population peut-être la plus représentative à travers le pays, mais pour des raisons de bureaucratie, toutes sortes de problèmes créés par les personnes, par les gens, eh ben, on voit que c'est impossible pour l'instant. Ça, c'est un enjeu latent. Ensuite, on a ce qu'on appelle les mauvaises connexions, les occasions de réparer les mauvaises connexions concernant les capacités. Quelqu'un l'a déjà mentionné. Nous avons des champs d'intérêt et des réservoirs de capacité, souvent dans les centres universitaires, mais pas seulement là. Eh bien, des ressources qui aimeraient être mobilisées dans les endroits où il y a des goulots d'étranglement en ce qui concerne la production de l'information, dans la chaîne de la valeur de l'information, dans les laboratoires provinciaux ou d'autres endroits où on tente de comprendre les données de la sérosurveillance. Donc, la fonction réseau ici, pour une bonne représentation du monde universitaire parmi nous, eh bien, cela pourrait être renforcé de différentes façons, et non pas seulement par l'intermédiaire d'écoles de santé publique. Dans notre commentaire m'a fait réfléchir, il faudrait effectivement établir une alliance plus large, parce que ces différentes professions, ces professions associées, ont tous des intérêts ou une mobilisation dans une partie ou une autre du système. Et ce serait une autre façon d'établir des connexions pour qu'on puisse profiter de ressources humaines très précieuses. Alors là, certaines des choses auxquelles on devrait porter attention.
bon, Tim, c'est ma meilleure position de parler de capacité en tant qu'économiste, mais maintenant, je vais demander aux panélistes de nous dire ce qu'ils retiennent de cette discussion et puis s'il y a des défis ou des provocations qu'ils aimeraient laisser avec les participants et participantes. Vous avez tous quelques minutes. Je vais commencer avec Nadine en premier, suivi par les gens dans la salle et puis avec Shirley et Carmen par la suite. Au cours des derniers jours, on a discuté de certaines des distinctions à établir entre la recherche et la surveillance. Comment on définit la surveillance? Comment on définit la surveillance dans la pratique de la santé publique? J'aimerais ajouter une autre composante, l'évaluation des programmes. Une autre fonction où il serait utile de penser à la façon dont cela pourrait être lié avec le travail du réseau et les priorités des provinces et territoires. Si je pouvais résumer les concepts, les idées qui sont ressortis de la conversation, puis je dirais 4 ou 5 choses sur lesquelles on s'est concentré. L'utilité, la faisabilité, si on tient compte du financement puis des défis technologiques. Ça, c'est mon vocabulaire de la science des laboratoires qui ressort. Bon, la faisabilité, l'équité, la conservation, les capacités entre les provinces et territoires et les groupes de gens qui peuvent être... Et finalement, l'importance de la coopération et de la gouvernance et la mobilisation. Voilà ce que je retiens. Merci, Nadine. J'aurais dû terminer avec vous. Derek? Yeah, I would just kind of parrot back all the themes that we've kind of discussed over the last few days, particularly around building capacity. Je mentionnerai tous les thèmes qu'on a discutés, notamment le renforcement des capacités. Tout le pouvoir que la surveillance peut apporter au peuple canadien. Ensuite, les questions d'éthique, de partage des données. Je ne comprends pas ces enjeux vraiment. Moi, ça me renverse qu'on ait tous ces murs devant nous alors qu'on a toutes ces données extraordinaires et on ne peut pas y accéder. C'est très frustrant de mon point de vue. Mais j'ai espoir que la pandémie nous a démontré que ce qui peut être fait si on veut vraiment. Et j'implorerais tout le monde de continuer à insister. De cette conversation aujourd'hui, ce qui me donne espoir pour le réseau, c'est qu'on puisse s'entendre sur une sorte de pipeline harmonisée. La science au laboratoire clinique. Je pense ici aux capacités et à toute la pipeline de génération des données. On devra peut-être sortir ça des laboratoires. Et comment? À quoi ressemble l'infrastructure nécessaire? Et si nous avons une plateforme harmonisée ou une pipeline harmonisée, on pourra partager ces ressources, ou du moins comprendre comment les choses vont circuler entre ces segments. On devrait le faire le plus rapidement possible pour que ce soit utile pour les Canadiens et Canadiennes individuels. Et de sorte à ce qu'on ait les données de surveillance au moment opportun. Je crois que l'idée d'optimiser nos capacités à travers le réseau est extrêmement importante.
Et il faut vraiment améliorer l'éducation à la santé publique et puis faire participer les scientifiques et démobiliser également les différentes professions de la santé. Alors, ce serait peut-être un bon moment pour le faire. Ça, c'est une chose que je retiens de cette réunion. Ensuite, une autre concerne les capacités latentes dans le système. Je crois que chaque mère et chaque enfant serait favorable à ce qu'on puisse profiter de ce potentiel. Ensuite, il faudrait mobiliser le public davantage, en faire des alliés pour battre tous ces obstacles et ces barrières et avoir favorisé une meilleure capacité à joindre le public. Bon, Silver Tracker, par exemple, pourrait être utilisé. Peut-être peut-on contacter mieux les médias. Peut-être mobiliser les moins de 25. Et il y a d'autres mécanismes pour sensibiliser davantage le public aux obstacles que l'on fait face et pour qu'ils puissent nous aider à abattre ces obstacles. Carmen et ensuite Shelley. Je crois que c'est très encourageant d'entendre le panel et le public aujourd'hui. Tout le monde est vraiment enthousiaste à l'idée de collaborer. Bon, il y a beaucoup de bonne volonté dans ce groupe et on veut tous continuer à travailler, améliorer la sérosurveillance. J'espère qu'Emonette pourra assurer le maintien de cette collaboration et pourra également t'aider à démolir certains obstacles auxquels nous faisons face. Les gens qui sont capables d'aider à accomplir des projets, à accomplir leur expertise, comme Céline l'a mentionné, à avoir des capacités diverses où tout le monde travaille ensemble, c'est beaucoup plus efficace que si c'est simplement moi qui est assis dans mon bureau qui tente de faire quelque chose et qui n'est pas très efficace. Alors, je crois que le travail est de continuer à développer ce réseau diversifié et à nous permettre de travailler ensemble pour abattre les obstacles. Et Shelley? Le panel dans cette salle, enfin, je recommanderais que nous préconisions tous davantage de renforcement des capacités pour avoir plus de données. Chacun dans nos secteurs professionnels, dans nos administrations, chacun d'entre nous, où que nous sommes, devrions être convaincants et nous pourrions avoir de meilleures chances d'accomplir nos objectifs. Merci beaucoup, Shelley, et à nos panélistes. Je crois qu'on a entendu des présentations de différents segments de l'écosystème qui constitue la santé publique, intramurale, extramurale, l'interdisciplinarité. Et je crois qu'il y a beaucoup de potentiel pour continuer à assurer cette connectivité entre ces différentes dimensions. Alors, merci beaucoup à nos panélistes, et tant en ligne qu'en présence. Et maintenant, je donne la parole à Tim Evans, d'après mes notes.